Bonjour, c'est Hervé. Donc, je vais vous faire une petite vidéo qui va parler de relativité restreinte. Et en fait, j'introduis cette petite vidéo par cette très jolie vidéo elle-même sur les flipbooks, un flipbook de Spider-Man. Et en fait, pourquoi je vous montre ça pour parler de relativité restreinte et pour introduire le propos, c'est parce que finalement, les flipbooks, ce sont des objets qui contiennent des pages et chaque page est une tranche de temps et c'est en faisant défiler les tranches de temps qu'on observe une animation. Mais ce qui est intéressant, c'est que le flipbook, une fois que vous l'avez posé sur votre étagère, c'est un bloc qui a une épaisseur et cette épaisseur finalement c'est l'épaisseur du temps et qui est en mètres, hein, et vous avez cette épaisseur, vous pouvez la mesurer avec une règle, et il y a là, de ce point de vue-là, une analogie très fine avec ce qu'est la notion d'espace-temps en relativité restreinte, puisque là aussi il y a une dimension temporelle qui s'exprime en mètres, et donc on va regarder tout ça un peu plus finement. En tout cas, nous utiliserons tout au long de cette vidéo l'analogie des flipbooks pour représenter l'espace-temps, donc autant commencer par celui-ci qui est plutôt réussi. Donc voilà, on va rentrer dans le vif du sujet et parler de relativité restreinte. Bon, nous allons prendre l'exemple de cette petite animation. C'est donc un univers 2D, une feuille, un dessin, qui évolue dans le temps. Et nous allons repérer dans cette animation, qui passe ici en boucle, hein, c'est un cycle, on va repérer le moment où le nuage arrive sur le toit, c'est les petites croix noires, et où le nuage quitte le toit de la maison, c'est l'autre petite croix noire. Donc on peut comparer ça à un flipbook qui est en train dont les différentes feuilles défilent devant nous. Et on va pouvoir carrément représenter ce flipbook de la façon suivante. Nous avons ici toutes les feuilles empilées les unes les autres. Vous voyez matérialisé en blanc la feuille courante. Et on retrouve du fait de ces formes au sein du flipbook ce qu'on appelle l'espace-temps, à savoir une vision tridimensionnelle de l'ensemble de l'animation qu'on peut ici englober du regard en une seule fois. Alors, le flipbook lui-même est un objet statique, il n'y a pas de temps qui s'écoule, je peux enlever l'écran, on va garder quand même une trace de l'animation, mais cet objet statique tridimensionnel est justement ce qu'on appelle l'espace-temps, et on retrouve nos deux événements ici, qui sont des points particuliers dans cet espace tridimensionnel, et si on veut les repérer, on peut repérer leur position dans la feuille au moment où ils sont dessinés dans la feuille, ici à peu près le milieu de la feuille, mais aussi leur numéro de page qui correspond au temps auquel ils surviennent, et donc ces deux événements ont la même position dans la feuille, si ce n'est qu'ils sont situés à des feuilles différentes, puisqu'ils sont situés à des instants différents. Bon, reprenons notre animation. On va se poser maintenant une question un petit peu plus technique, qui est de la représentation donc, de ce dessin animé en un flipbook. Je vais revenir à ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et ce flipbook est donc cet objet tridimensionnel et on va s'intéresser à sa longueur. La longueur, c'est-à-dire la dimension dans laquelle se déroule le temps. Alors, par convention, sachez que j'ai représenté la maison avec une échelle d'une hauteur de 2 mètres. Et finalement, dans mon dessin ici, cette longueur-là correspond à 10 mètres. Et donc, le long de ces 10 mètres, quand la feuille se balade et qu'on déroule le flipbook, eh bien, on produit un film de 10 secondes. Alors, je vais enlever la feuille parce qu'encore une fois, j'aime bien montrer que l'espace-temps est un objet statique et on ne fait que rappeler ici le décours du temps. Mais finalement, cette relation de 1 mètre pour une seconde ici, suivant cet axe, elle est complètement arbitraire. J'aurais pu prendre 2 mètres pour représenter une seconde, auquel cas les images auraient évolué beaucoup moins vite avec la distance. Et si je prends 10 mètres pour une seconde, les images évoluent quasiment pas avec la distance. Par contre, si je prends 10 mètres pour une seconde, et pour faire un film de 10 secondes, il me faudra 10 fois 10 mètres, à savoir 100 mètres le long de cet axe, et ça commence à faire des flipbooks qui sont très très allongés, avec des images qui se ressemblent toutes les unes des autres, parce que d'une image à l'autre, on a très très peu de mouvement. Eh bien, il faut savoir que la théorie de la relativité décrit un espace-temps, comme celui-là, et il y a aussi une notion de convention pour transformer le temps qui s'écoule en une distance que parcourt l'image. Et ça revient à définir une vitesse, puisqu'il s'agit de dire qu'en 1 mètre, on a passé une seconde de film, 1 mètre par seconde, ou alors 10 mètres par seconde. Et bien la convention qui est prise en relativité, c'est de dire que la vitesse à laquelle défilent les images, à laquelle les images, le temps courant, se baladent le long de cet axe, c'est la vitesse de la lumière. Donc dit autrement, comme la lumière parcourt 300 000 km en une seconde, ça veut dire qu'un flipbook qui représente une simple seconde de film aurait ici une élongation de 300 000 km. Et donc autant vous dire que sur 1 mètre de ce flipbook là, on a passé à peu près 3 nanosecondes, 3 milliardièmes de seconde, et que les images se ressemblent toutes, et que le film est très 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 étiré
et qu'il en faut 300 000 km de longueur pour faire une seule seconde. Donc ce film que je vous représente là, qui dure 10 secondes, il prendrait 3 millions de kilomètres à représenter au niveau de l'espace-temps, si on prenait les conventions de la théorie de la relativité restreinte, qui dit que l'espace-temps, que la dimension temporelle est visitée par le temps, comme on le voit ici, à raison d'une vitesse qui est la vitesse de la lumière. Alors nous, dans nos représentations, vous comprendrez pour des raisons de simplicité, on ne va pas s'amuser à prendre cette réalité-là de la relativité restreinte, on va simplement dire que la vitesse de la lumière, la vitesse de défilement de ce film, c'est de 1 mètre pour une seconde. Et pour l'instant, le fait que je vous dise que c'est la vitesse de la lumière n'a absolument aucun sens. Mais on verra que par la suite, ça prendra son importance. Donc retenons que la vitesse de défilement de notre film, c'est 1 mètre par seconde. Et on verra par la suite que cette vitesse-là est tout à fait particulière, puisque c'est aussi la vitesse de la lumière, bien que nous ne soyons pour l'instant pas capables de faire le lien entre ces deux notions. Bien, nous allons maintenant aborder la notion de changement de référentiel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intuitivement? Ça veut dire qu'on aimerait raconter cette même histoire d'un nuage qui passe au-dessus d'une maison, mais on dira du point de vue du nuage, c'est-à-dire qu'on sera fixe par rapport au nuage et en fait on verra la maison qui, elle, se déplace en sens inverse. Alors, le point de vue, ça ne veut pas dire grand-chose. En fait, changer de référentiel, ça revient à décrire le même événement physique, ici un nuage qui passe au-dessus d'une maison, mais avec un autre système de coordonnées. Prenons l'exemple de ces deux événements noirs que nous avons matérialisés ici, quand le nuage passe au-dessus du toit de la maison et quand il quitte le toit de la maison. Eh bien, appliquer un changement de référentiel, c'est raconter cette même histoire où ces deux événements sont peut-être placés ailleurs dans l'image, mais aussi ailleurs dans le flipbook, c'est-à-dire à des pages qui ne sont pas les mêmes que les pages auxquelles ils se trouvent dans le flipbook actuel. Donc l'idée, c'est d'appliquer un changement de position dans des pages, mais aussi de numéro de page, à tous les pixels de toutes les pages d'un flipbook pour construire un autre flipbook. Et le flipbook résultant, on va dire l'espace-temps résultant, ce sera un espace-temps où le nuage est fixe, et on aura respecté certaines règles pour la transformation. Donc c'est ça un changement de repère, c'est raconter une histoire dans un autre système de référencement de tous les événements qui décrivent cette histoire. Bien, voyons ce que ça donne. Donc là, on a un film qui est, on dira, du point de vue du nuage, où le nuage est fixe et c'est la maison qui se déplace. Mais en fait, ce qui s'est passé pour construire ce film à partir du film précédent, c'est qu'on a pris l'ensemble des événements de tout le bloc d'espace-temps précédent et qu'on l'a transformé en de nouveaux événements. Alors on l'a particularisé pour les deux événements noirs qu'on reconnaît cette fois-ci encore sur ce film, mais on va regarder ce qui s'est passé en observant la vue d'espace-temps de laquelle on est plus habitué maintenant. Donc je vais enlever le défilement du temps et des pages du flipbook pour plus de clarté. Donc on a à nouveau un nouveau prisme, un nouveau cube parallélépipède d'espace-temps dans lequel il y a des points. Mais cette fois-ci, les points ne sont plus positionnés de la même façon que dans l'espace précédent. C'est le résultat de la transformation qu'on peut particulariser pour nos deux événements qui ne sont plus alignés sur l'axe des temps mais qui sont un petit peu décalés. Et en fait, il est arrivé la même chose à l'ensemble de tous les autres points, puisque maintenant c'est le prisme qui est un peu de travers, le prisme de la maison, alors que c'est le prisme du nuage qui est aligné avec l'axe des temps. Donc la transformation, le changement de repère, c'est pas poser un observateur sur le nuage ou je ne sais quoi, c'est simplement prendre l'ensemble d'un flipbook, lui appliquer une transformation mathématique pour en créer un autre. Et une fois qu'on a cet autre flipbook, et bien quand on joue le film dans le temps, on a l'impression de voir la scène d'un autre point de vue. Bien, nous allons changer un tout petit peu l'histoire, rajouter un petit quelque chose. Vous voyez, c'est ces deux points jaunes qui partent du centre du nuage. Alors on peut imaginer que c'est l'émission de deux particules à la même vitesse mais dans des directions opposées qui seraient créées à ce moment-là précis, qui seraient émises de chaque côté du nuage. Alors si vous regardez bien, il s'avère que, comme par hasard, la vitesse de ces deux particules est la même que la vitesse de déplacement de la maison, puisqu'on est dans le référentiel qui est centré sur le nuage. Et finalement, du point de vue du nuage, ces deux particules partent de part et d'autre à la même vitesse. Et ce qu'on constate, c'est que comme cette vitesse est la même que celle de déplacement de la maison, eh bien, il y a une des particules, celle de gauche, qui reste toujours alignée au-dessus du toit de la maison, alors que l'autre s'éloigne bien sûr de l'autre côté. Donc, histoire de s'habituer encore une fois à la représentation de l'espace-temps, montrons ce qui se passe. Alors je vais à nouveau enlever l'écran pour qu'on voit bien les choses. Donc notre espace-temps est composé du prisme de la maison qui est un petit peu tordu puisque c'est elle qui se déplace, du prisme lié au nuage qui lui est bien tout droit aligné aux axes parce que lui ne se déplace pas dans ce référentiel-là.
Et notre création de petites particules correspond à la création de rayons ici. Vous voyez, on voit les particules qui se créent, euh, qui divergent, puisque chacun part de son côté, et on voit que le rayon qui suit le toit de la maison est bien aligné avec le toit de la maison. C'est ce qui se passe ici, on verra peut-être un petit peu mieux. Voilà. Donc, voilà ce qu'on va raconter. Et donc, ce qui est intéressant maintenant, c'est de raconter encore une fois la même histoire en prenant la transformation inverse, c'est-à-dire celle qui consiste à se placer dans le référentiel, où c'est la maison qui est immobile et le nuage qui est en mouvement. Donc, encore une fois, on va appliquer cette transformation qu'on appelle galiléenne, qui va transformer chacun des petits pixels de ce volume parallélépipédique. Chacun des petits pixels va être transformé pour être changé de position, un petit peu changé de page, pour donner ce qui suit. Bien, voilà ce que ça donne. Donc on se retrouve avec un espace-temps dont les événements ont été modifiés par la transformation. Et en fait, le résultat de cette modification, c'est que, contrairement à tout à l'heure où les particules partaient de part et d'autre de façon divergente à cet endroit-là, et bien là, la situation n'est plus symétrique. Il y a une particule qui reste dans l'axe des temps et une autre qui est beaucoup plus inclinée vers la droite. Et donc ça, c'est le résultat de l'application, encore une fois, de changements de repère pour se repasser à nouveau dans le repère lié à la maison. Alors regardons les conséquences sur l'animation. Eh bien, on se retrouve avec un nuage qui lui se déplace, la maison est fixe. On voit les deux particules qui sont émises depuis le centre du nuage, mais on a un effet d'additivité des vitesses. C'est ce que fait la transformation de Galilée, qui est celle qu'on utilise en mécanique classique quand on change de repère. Et bien en fait, la première particule, celle qui part vers la gauche, a une vitesse vers la gauche qui est exactement compensée par la vitesse vers la droite du nuage, et donc la somme des deux vitesses, puisque c'est additif, est nulle, et c'est pour ça qu'elle est fixe au-dessus du toit de la maison. Alors que la deuxième, qui avait déjà une vitesse vers la droite, à laquelle on ajoute la vitesse de déplacement du nuage, va 2 fois plus vite vers la droite, et donc on a cet effet. Donc voilà ce qu'il faut noter, c'est que les transformations qu'on applique en mécanique classique sont additives au niveau des vitesses. On ajoute à toutes les vitesses du problème la vitesse du référentiel que l'on considère, et finalement parfois ces vitesses s'additionnent ou se soustraient, et dans le cas là on a cette particule qui est finalement immobile au-dessus du toit de la maison, alors que les deux particules étaient divergentes à gauche et à droite quand on se plaçait dans le référentiel du nuage. Bien, on va maintenant introduire les notions qui sont au cœur de la relativité restreinte. On va revenir à cette histoire de nuage, mais on va faire un petit détour par une métaphore où on serait dans une voiture décapotable et où on se déplace à 100 km/h sur l'autoroute. Alors, je précise que la météo est telle qu'il n'y a pas de vent à l'extérieur, et donc on se déplace dans un univers sans vent, mais nous, comme on est en train de se déplacer dans ce monde-là, eh bien on perçoit un vent contraire de 100 km/h vers l'arrière, qui est le vent qu'on a l'habitude de sentir quand on est en voiture et qu'on ouvre les vitres, qu'on est en décapotable. Une personne qui serait assise, elle, au bord de l'autoroute, ne perçoit bien sûr pas de vent, et il y a une différence de perception des vitesses quand on est dans la voiture ou quand on est au sol. Là, on peut dire que la personne est immobile et que la voiture, elle, se déplace. Imaginons maintenant que je fasse le vide complet, que j'enlève toute l'atmosphère de la Terre. Eh bien, la personne qui est dans la voiture se retrouve entourée de vide, et la personne qui est assise au bord de l'autoroute se retrouve elle aussi entourée de vide. Et la personne qui est dans la voiture ne subit pas un vent de vide, ça veut rien dire du tout, le vide c'est le vide. Donc en fait, les deux personnes n'ont pas de sensation d'être particulièrement en vitesse, l'une par rapport à l'autre, ni quoi que ce soit. Les deux ont l'impression d'être assis de façon immobile dans l'espace. D'ailleurs, en ce moment, si vous êtes assis sur une chaise, vous êtes en train de vous déplacer dans l'espace avec la Terre très très vite, et vous ne vous en rendez pas particulièrement compte. Donc, comme la lumière se propage dans le vide, on a un effet un petit peu bizarre. Quand vous avez affaire à de l'eau, vous lancez un caillou dans l'eau, vous avez une onde qui se déplace dans l'eau, des ronds concentriques là, qui grossissent de plus en plus, et la vitesse de déplacement de cette onde, elle dépend des propriétés de l'eau uniquement. Eh bien, la lumière qui se déplace dans le vide, alors aussi étrange que ça puisse paraître que quelque chose se déplace, une onde se propage dans le vide, eh bien, sa vitesse de propagation, elle aussi, ne dépend que des propriétés du vide. Et ça fait en sorte que la lumière se déplace à 300 000 km par seconde. Et bien, comme le vide qui entoure la personne qui est dans la voiture, alors même que la voiture roule sur l'autoroute, est le même que le vide qui entoure la personne qui reste assise au bord de l'autoroute, et bien comme la propriété de déplacement de l'onde lumineuse dans le vide ne dépend que de la structure du vide et que ces deux structures sont les mêmes, et bien dans les deux cas, cette onde
se déplace à 300 000 km/s à la même vitesse. Donc si je reprends ici l'animation qui découle, et si on dit que les deux particules qui ont été émises au centre du nuage, une à gauche et une à droite, sont des photons, eh bien, du point de vue du nuage, quand le nuage était centré, on verrait deux photons qui partent à gauche et à droite à la vitesse de la lumière. Mais du point de vue de la maison qu'on voit ici, on doit voir aussi deux photons qui partent à gauche et à droite à la vitesse de la lumière, parce que c'est à cette vitesse-là que se propage la lumière dans le vide, et le vide est le même autour du nuage, quand on est dans un référentiel centré autour du nuage, que autour de la maison, quand on est dans un référentiel centré autour de la maison. Donc là, l'image qu'on voit là, avec un photon qui serait à l'arrêt au-dessus du toit, si on imaginait que le nuage se déplace à la vitesse de la lumière, elle est complètement fausse. D'ailleurs, on le sent bien, on voit mal de la lumière rester comme ça, stationnaire. Mais en tout cas, ce que ça implique, c'est que les transformations qu'on a appliquées, qu'on a étudiées jusqu'ici, qui étaient les transformations de Galilée, qu'on avait décrites, ne seront plus valables pour décrire des phénomènes qui impliquent une propagation constante de la lumière, quels que soient les référentiels. Et c'est pour tenir compte de ça que la relativité restreinte utilise non pas les transformations que nous avons vues pour changer de référentiel, mais les transformations complètes de l'espace-temps, qui s'appellent les transformations de Lorentz, que nous allons regarder plus en détail. Bien, prenons un autre exemple, on va plus dessiner des maisons avec des nuages, on va juste dessiner des événements, et on va représenter aussi dans cette nouvelle animation de la lumière, et la lumière c'est une onde qui se déplace dans le vide, donc ça correspond à ces ronds jaunes que vous voyez là, et que j'interromps de temps en temps, parce qu'on ne va pas les faire se déplacer jusqu'à indéfiniment longtemps, mais ça c'est purement pour des raisons de représentation. Donc on a deux points, l'un au-dessus de l'autre, au milieu vous voyez clignoter un petit truc rouge, c'est un chronomètre, c'est un ensemble, c'est quelque chose de pulsatile qui émet des pulsations régulièrement. Et de temps en temps, on va émettre un rayon lumineux à partir du point du bas. Je le note par un événement, vous voyez cette croix noire qui apparaît. Et quand la lumière va atteindre le point du haut, on va noter un autre événement, on va faire apparaître une nouvelle croix, là. Et quand cet événement arrive en haut, eh bien, il va à son tour, le point du haut, émettre de la lumière dans toutes les directions. Et on arrêtera cette émission quand cette lumière atteint à nouveau le point du bas, ce qui fait un nouvel événement. Et on recommence ça deux fois. Donc on va du bas vers le haut, puis ensuite du haut on réémet un événement vers le bas, on réémet vers le haut, puis on réémet vers le bas. Voilà, c'est ce que vous venez de voir. Donc ce qui est intéressant, c'est de représenter l'espace-temps qui est associé à ce petit schéma, comme on a l'habitude de le faire. Dit autrement, on va représenter le flipbook qui est associé à tout ça. Et on va commencer à rentrer dans le vif du sujet de la relativité restreinte. Donc le flipbook, le voici. Je vais un peu le dérouler. Et finalement, donc je ne vous ai pas représenté l'écran qui fait l'animation, on va peut-être le voir une première fois pour commencer. Et il y a plusieurs choses remarquables dans ce flipbook. Déjà, le petit chronomètre pulsatile, ça correspond à une série d'événements au centre de l'image, qui sont les uns derrière les autres, et on voit ici au niveau de la petite croix, la pulsation du chronomètre. On voit aussi nos points qui sont immobiles dans l'image, qui sont ces deux croix bleues, qui certes ont un décours dans le temps, mais qui sont immobiles au niveau de chaque page de notre flipbook. Et surtout, on voit quelque chose. Donc, on voit ici les quatre événements que j'ai mentionnés, l'émission du premier rayon lumineux, la réception au deuxième point en haut, puis la réémission, puis la réception, etc. Et ce qui est intéressant, je vous rappelle que dans nos simulations, la lumière se déplace à 1 mètre par seconde. Eh bien, c'est que si on regarde ça un peu de côté, cette onde qui se déplace à partir des points, eh bien, dans cet espace tridimensionnel qui est l'espace-temps, eh bien, elle se présente sous forme d'un cône, avec quelque chose qui naît au moment où l'émission a été mise, et qui grandit à la vitesse de la lumière. Donc, nous, chez nous, comme je vous avais dit, la vitesse de défilement du film, c'est la même que la vitesse de la lumière, ce cône, il est pile à 45 degrés. Et ça, c'est une propriété de ce qu'on appelle les cônes de lumière qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'ils ont toujours la même forme, ils sont toujours à 45 degrés, parce que la lumière se déplace à la vitesse de la lumière, qui est justement, et je vous avais dit tout à l'heure que c'était un peu arbitraire, mais en fait, elle est justement la vitesse à laquelle on fait défiler notre film. Encore une fois, dans la vraie vie, pour que ces cônes soient à 45 degrés, mais quand ils se déplacent, quand on déplace ici le film à la vitesse de la lumière, et je vous avais dit qu'on ne le faisait pas parce que ça ferait des flipbooks qui seraient très très longs et qu'on ne pourrait pas visualiser. Donc la petite histoire qu'on raconte, c'est, eh bien, on a un événement qui émet de la lumière, qui est récupéré ici, de la lumière est réémise à cet endroit-là. Alors encore une fois, j'arrête les cônes, mais ils se déroulent jusqu'à aussi loin qu'on veut. L'événement est capté de l'autre côté, réémis ici, puis on recommence à en réémettre un autre, etc. Donc voilà avec quoi on va jouer.
Et ce qui m'intéresse maintenant, c'est de représenter ce même phénomène dans un référentiel qui soit justement en mouvement. Donc on va changer de référentiel et passer à un référentiel qui est cette fois-ci en mouvement. Donc on va prendre un référentiel qui se déplace vers la droite des images, et donc ça va consister à déplacer un peu tout le film, le faire se translater vers la gauche. Donc voilà, appliquons la transformée de Lorentz pour tenir compte de ce changement de référentiel. Ça transforme notre espace-temps, notre flipbook en un autre flipbook, comme on vient de le voir. Et finalement, ce qu'on peut déjà noter, c'est que les cônes de lumière sont toujours à 45 degrés, ce qui veut dire que dans ce nouveau flipbook, et c'était une des exigences de la transformée de Lorentz, la lumière se déplace, les ondes de lumière se déploient toujours à la même vitesse. La vitesse de la lumière est constante dans tous les référentiels. Ce qu'on peut observer aussi, c'est que quand on émet de la lumière à partir de la ligne du bas, cette lumière atteint la ligne du haut au niveau de la croix là aussi, et on n'a pas ici, autant ici on avait synchronisé, on avait placé les événements de sorte qu'ils tombent au moment où les cônes de lumière qui partent du bas atteignent la ligne du haut, autant on a appliqué ensuite cette transformation de Lorentz à tout le monde, donc à ces événements et aux cônes de lumière, et on constate qu'après transformation, on a encore le fait que l'événement là correspond bien à l'arrivée du cône de lumière, même s'il a changé, sur la ligne du haut, donc on conserve le fait que ces événements marquent l'arrivée des cônes de lumière sur les lignes. Donc regardons ce qui se passe dans l'animation. Eh bien, la même histoire donc qu'on nous racontait, je vais vous la remontrer, c'est cette histoire-là. Cette histoire-là de lumière qui se déplace de la ligne du bas vers la ligne du haut, eh bien, quand on la raconte dans un référentiel mouvant, on a cette histoire-là, et on voit que la lumière met plus de temps pour atteindre la barre du haut, puis la barre du bas, etc. Donc les événements, les croix noires qui se déclenchent à une fréquence qui s'est réduite. Et de la même façon, si vous regardez le petit chronomètre qui est au milieu, et vous regardez la façon dont il pulse bien plus lentement qu'il ne pulsait quand on était centré sur le référentiel. Donc voilà ce que font les transformés de Lorentz aux problèmes physiques. Partons du principe que la lumière doit rester constante quand elle se propage de l'endroit, la vitesse de la lumière doit rester constante quand elle se propage d'un endroit à un autre, et bien c'est ce qu'on a vu. Donc on va un peu jouer avec ça pour voir ce qui se passe avec d'autres vitesses. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est observer la même chose, mais en considérant des vitesses qui soient plus simplement des vitesses sur le côté. Donc on va pouvoir changer un peu tout ça. Donc là, c'est ce qui se passe quand je me déplace sur le côté, comme on l'a déjà vu. Mais on peut se poser la question de ce qui se passe quand on se déplace par exemple vers le haut ou vers le bas. Alors on va d'abord regarder ça du côté de l'espace-temps et on va appliquer les formules qu'on peut trouver sur Wikipédia de la transformée de Lorentz qui nous disent par exemple ce qui se passe si je me déplace ici vers le bas. Donc j'ai tourné tout doucement mon vecteur vitesse. Donc voilà le même problème, mais déplacé vers le bas. Alors vous avez vu que la transformée de Lorentz a maintenu le fait que quand on émet de la lumière du bas, elle arrive sur le point haut. Elle arrive sur le point haut et que c'était bien l'événement qui correspondait à l'arrivée de la lumière quand on était à plat. Donc ces événements-là, qui sont ceux qu'on avait synchronisés pour lancer la lumière quand elle arrivait en haut, puis ensuite quand elle arrivait en bas, etc., restent toujours les mêmes. On raconte bien la même histoire, c'est ça qu'il faut comprendre. On raconte bien la même histoire, mais simplement vue d'un référentiel qui ici se déplace avec une vitesse vers le haut, et donc tout a l'air de partir vers le bas, puisque nous on se déplace vers le haut. Donc voilà ce que ça donne en termes d'animation. Alors là, on voit cette fois-ci que, on va attendre que le film redémarre. On voit que le chronomètre ralentit un petit peu, mais surtout que les événements sont plus équirépartis. Ça fait tic-tic, et on attend tic, tic-tic, tic, parce qu'effectivement, il y a une partie qui va dans le sens de la propagation, une partie qui va contre. Donc des événements qui étaient bien réguliers tout à l'heure, c'est-à-dire quand la lumière atteignait les points bleus, c'est des événements qui étaient bien réguliers, maintenant ils ont été un petit peu synchronisés autrement dans le temps. Et ce que nous dit la relativité, c'est que en changeant de repère, on peut changer la façon dont les événements se déclenchent entre eux. Et donc ça, c'est la version temporelle, c'est ce qu'on observe dans l'espace, mais si on représente cet espace-temps, on a appliqué une transformée de Lorentz pour passer de là à là. Alors on peut s'amuser, on va en faire quelques-unes. Je vous invite à utiliser la bibliothèque Python RelativiPy si vous voulez vous amuser, ou on peut tester ce genre de choses. Donc on va prendre une vitesse un petit peu en diagonale, par exemple celle-ci. J'ai appliqué ma transformée de Lorentz, mes cônes de lumière, vous voyez, je vous montre comment ils évoluent quand on tourne. Là, j'applique la transformée de Lorentz qui est on peut trouver encore une fois, par exemple sur Wikipédia, moi c'est là que je l'ai trouvé. Et on se retrouve avec des déplacements sur le côté
mais on maintient quand même que les événements sont cohérents avec le fait que la lumière atteigne les points bleus, ce qui fait qu'on raconte quand même la même histoire que celle qu'on avait commencé à raconter ici. Donc en fait, les principes les effets un peu bizarres avec lesquels on va maintenant jouer de la relativité restreinte, eh bien ils sont issus à la façon dont on transforme les espaces-temps, les flipbooks, quand on exprime la même histoire dans des référentiels en mouvement. Et cette transformation, c'est un peu le génie de la relativité restreinte, c'est la transformée de Lorentz qui permet de faire ces calculs, et c'est celle que j'applique moi quand je vous raconte des histoires dans différents référentiels. Et c'est avec ça qu'on va jouer maintenant, avec des exemples plus classiques que des petits points qui émettent de la lumière. Mais à bien retenir cette notion de cause de lumière qui sont dans tous les référentiels. On va le remontrer une dernière fois pour que ce soit bien clair. Ces cônes de lumière qui, quoi qu'on fasse, restent à 45 degrés, parce que ça signifie que, comme nous, nos films se déplacent à la vitesse de la lumière, qui chez nous est de 1 mètre par seconde, ben ça signifie que la lumière se déplace de façon constante, quels que soient les référentiels à partir desquels on raconte cette histoire. Et donc, ce qui était sur des cônes de lumière au départ reste sur des cônes de lumière, même quand on change de référentiel. Donc on va aborder maintenant un exemple qui est classique dans les cours de relativité restreinte, qui est l'exemple d'un train. Donc vous voyez ici le train qui défile au-dessus de ses rails, il est en mouvement. Dans ce train, j'ai mis un petit chronomètre, c'est la croix pulsatile noire que vous voyez là. Et le dispositif consiste à dire qu'on a un émetteur qui émet un rayon laser qui va rejoindre la plaque de métal ici, et il va rebondir sur cette plaque pour revenir vers le récepteur. Et ce qui nous intéresse, c'est le temps qui est mis à la lumière pour faire cet aller-retour. Donc il suffit d'essayer tac, pouf, pouf. Je vous rappelle que chez nous, la lumière se déplace à 1 mètre par seconde. Et donc cet exemple est utilisé pour montrer que quand on regarde le train depuis les rails, alors j'aime pas cet exemple, c'est quand on raconte cette même histoire dans un référentiel qui avance, avance à la vitesse du train, dans lequel donc les rails sont fixes, donc qui avance donc plutôt dans le référentiel qui est immobile par rapport au rail. Et bien dans ce cas-là, on va constater que le temps a changé, mais on l'avait déjà vu tout à l'heure avec nos histoires de petits points, simplement là on l'instancie sur un exemple plus classique. Alors, on va regarder donc quel est l'espace-temps, le flipbook qui correspond à ce dessin-là. Le voilà. Comme d'habitude, je vais plutôt enlever le film qui défile parce que effectivement ça gêne un petit peu, mais ça nous rappelle qu'il est là. Et donc on a donc ce bloc de ce flipbook en épaisseur qui est notre espace-temps, dans lequel il n'y a pas vraiment de temps qui défile, mais je voulais quand même remontrer. Et vous noterez les cônes de lumière à 45 degrés, puisque la vitesse de la lumière se déplace à 1 mètre par seconde et est constante dans tous les référentiels. Et donc ça nous donne ces cônes comme on l'a vu tout à l'heure. Donc je vais appliquer la transformée de Lorentz maintenant pour... alors déjà noter que les rails sont en diagonale, ici on les voit. Hein. Ça correspond au mouvement des rails ici qui se déplacent. Donc ils sont en diagonale. Et maintenant je vais faire un changement de repère de sorte que ces rails deviennent droits. C'est-à-dire je vais me raconter cette histoire-là dans un référentiel où les rails ne se déplacent pas, et où bien sûr c'est le train qui va se déplacer. Donc j'applique ma transformée de Lorentz qui me dit comment transformer un référentiel en mouvement en un référentiel qui est synchrone par rapport au rail. Voilà, j'ai appliqué ce que donnent les calculs, et je me retrouve effectivement avec des rails qui sont fixes, et un autre problème de train qu'on va regarder donc de façon plus simple en regardant le film. Donc nous y voilà. Ce qu'on constate, c'est qu'effectivement la lumière part toujours du point d'émission du laser, rebondit contre le miroir et arrive à nouveau contre le point d'émission. Mais pour faire ce trajet, eh bien, comme le train est en mouvement, elle effectue un trajet qui est plus long. Et comme sa vitesse est constante, eh bien, le temps qui sépare ces événements d'émission, de réception et de réémission, eh bien, il est plus lent que dans le référentiel qui était centré au niveau du train, donc que je peux vous remontrer. Voilà dans le train ce qu'on a. Notez aussi le petit chronomètre et la fréquence avec laquelle il pulse. Et là, on se retrouve avec un petit chronomètre qui ralentit du fait que le train est en mouvement. Et c'est ce qui permet de dire que finalement, quand on a un référentiel qui est synchrone, qui est immobile par rapport au rail, c'est ce que les gens disent quand on a un observateur qui est à l'extérieur du train et qui le regarde passer, mais c'est pas tout à fait ça. Eh bien, on se retrouve avec une impression, on décrit une histoire dans laquelle le temps dans le train s'écoule plus lentement que dans l'histoire décrite à l'intérieur du train. C'est-à-dire que dans cette histoire-là, le temps qui sépare les événements est plus court et le temps s'écoule, regardez le petit chronomètre, s'écoule plus vite. Quand on décrit l'histoire dans le référentiel du train, le temps marqué par le chronomètre
s'écoule plus vite que quand on décrit cette même histoire dans le référentiel centré sur les rails. Donc c'est ça, cet effet de dilatation du temps. Et vous noterez aussi une contraction de l'espace, c'est-à-dire que le train est plus court là, quand il se déplace, que là, quand c'est les rails qui se déplacent. Et les rails, là, ici, dans ce référentiel, sont aussi contractés. Ils sont plus courts là que là. Et donc, en fait, quand les choses sont en mouvement, en relativité restreinte, elles se contractent spatialement, les longueurs se contractent dans le sens du mouvement, ce qu'on observe ici, dans un cas comme dans l'autre. Mais à chaque fois, là, c'est les rails qui bougent, c'est les rails qui sont contractés. Là, c'est le train qui bouge, c'est le train qui est contracté. Et le temps qui s'écoule aussi dans les différentes histoires est aussi modifié. Pourquoi? Pour maintenir le fait que la lumière dans les deux histoires se déplace à la même vitesse, les cônes sont toujours des cônes à 45 degrés, et que les événements d'émission, de réception par le miroir, les petits points bleus que vous voyez là, sont toujours reliés entre eux par des cônes de lumière, c'est-à-dire que si on regarde ça ici, eh bien, ces événements sont sur des cônes de lumière, c'est comme ça qu'on les a définis, et même si je change de référentiel, ils restent sur des cônes de lumière, et c'est ça qu'a réalisé la transformée de Lorentz quand elle raconte les histoires dans différents référentiels, c'est la modifier les longueurs et les positions des événements dans le temps pour que ces événements restent sur les mêmes cônes de lumière. Alors, nous allons reprendre la même histoire, mais cette fois-ci avec un train qui va beaucoup plus vite. Ce train va quasiment à la vitesse de la lumière. Alors là, on ne s'en rend pas compte, puisqu'on est dans le référentiel du train, on a toujours la même histoire qui se raconte, la petite lumière qui rebondit, qui part de l'émetteur, qui rebondit et qui revient, le petit chronomètre qui bat à une certaine vitesse. Mais maintenant, on va appliquer la transformée de Lorentz, avec les formules donc, qui sont propres à cette transformée, pour transformer cette histoire, que nous allons voir ici, cette histoire-là, nous allons la transformer donc, de sorte à ce qu'on soit maintenant dans le référentiel des rails, comme tout à l'heure. Et voilà ce que ça donne. Et vous voyez que les cônes de lumière sont beaucoup plus gros que tout à l'heure. Ça vient du fait que la vitesse du train, la vitesse du référentiel, la différence de vitesse entre les deux référentiels devient très proche de celle de la lumière, et tout ça n'évolue pas linéairement. Quand on arrive près de la vitesse de la lumière, il y a plein de coefficients qui explosent, et les choses grandissent beaucoup plus vite. Et on obtient cette transformation. Alors, on va la regarder dans le monde des dessins animés, ça sera peut-être plus parlant pour voir ce qui se passe dans la vraie vie. Donc voilà ce qui se passe quand on observe depuis un référentiel dans lequel les rails sont immobiles, certains diront depuis l'extérieur du train. On voit un train qui est très court, donc qui est beaucoup plus court, et le chronomètre est très lent, et le temps de réaliser l'expérience, c'est-à-dire de lancer le laser, qui rebondisse contre le miroir et qui revienne vers le point initial, il devient très long, alors même que la vitesse de la lumière n'a pas changé. En fait, la raison pour laquelle la lumière met autant de temps pour parcourir, pour relier le point d'émission du laser au miroir, c'est parce que comme les choses se déplacent, il faut que la lumière rattrape le miroir, on le voit ici, et quand elle l'a rattrapé, elle repart, elle doit rattraper l'émission du laser. Donc c'est ce qui fait que le temps ralentit. Donc si on change de référentiel, dans le train, on voit ça. Si vous êtes dans le train, vous avez la sensation que le temps défile à cette vitesse-là, et vous avez une succession d'événements bleus, là, tic, qui sont relativement rapides. Par contre, si vous repassez quelqu'un qui... j'aime pas bien dire ça, mais quelqu'un qui regarderait passer le train de l'extérieur, je n'aime pas dire ça. Dans un référentiel, on raconte cette histoire de sorte que les rails sont fixes, et bien ces événements, pour raconter la même histoire, se retrouvent très dilatés dans le temps, et en plus on a affaire à un train qui devient très court. Donc souvenez-vous, les distances se contractent dans le sens des vitesses, et le temps se dilate aussi quand quelque chose est en mouvement. Voilà. Bon, changeons un petit peu de sujet, on va s'arrêter un petit peu sur la transformée de Lorentz, parce qu'on a vu que c'était un petit peu rigolo, qu'elle donnait des effets relativistes, mais comme on ne va pas présenter le calcul, ni démontrer comment les gens en sont arrivés à sa formulation, on va regarder un peu comment elle se comporte, et en fait, de quelle façon elle transforme nos espaces-temps, nos flipbooks, quand on décide de raconter la même histoire dans un référentiel qui est en mouvement par rapport au référentiel dans lequel on racontait l'histoire précédemment. Donc là, l'histoire que je vais vous raconter, c'est un point lumineux qui va arriver maintenant, un point qui émet de la lumière, et puis le long de cette émission de lumière, on va représenter les petits événements que vous voyez là, avec des couleurs différentes. Et puis à la fin, on va sur cette onde lumineuse, on va réémettre plein de petites ondes lumineuses, c'est le vert que vous voyez là, et vous allez voir qu'on va manifester l'événement auquel, pouf, elles se rencontrent au milieu de l'image. Donc regardez bien, les points partent,
pouf, les événements se rencontrent. Bon, vous avez vu que c'est assez difficile à voir sur une animation, il faut un peu tout surveiller. C'est aussi l'intérêt de passer à une représentation où on voit l'espace-temps. Donc on va le faire tout de suite. Donc voilà ce que ça donne. On voit, alors je peux vous présenter l'image qui défile encore une fois, mais je préfère m'en passer puisque je rappelle que l'espace-temps est quelque chose finalement de statique, puisqu'on a transformé le temps en une dimension spatiale et qu'on a ce bloc ici, ce flipbook qui raconte une histoire et qu'on va s'amuser à transformer. Donc le cône de lumière initial, le jaune, c'est celui qui part de cet événement-là. Le long de l'éclatement de l'onde lumineuse, on avait posé plein d'événements avec des couleurs différentes. Je vous ai mis un petit dégradé, les derniers étant en bleu. Et ceux qui sont en bleu, c'est ceux à partir desquels on émet les secondes de lumière verte un peu de partout, qui se rejoignent ici au milieu. C'est ce qu'on voit ici. Là, elles sont réémises, elles se rejoignent au milieu. Je vous montre un petit coup la démo de ce côté-ci. La verte est émise, elles se rejoignent au milieu. Donc, on va appliquer, on va regarder en fait finalement ce que fait la transformée de Lorentz et on va représenter ça avec différentes vitesses dans différentes directions, enfin les vitesses de même norme, mais dans différentes directions. Donc c'est ce qu'on voit là. Donc là, on part, nous on se déplace, on a un repère qui part vers la droite. Donc finalement le dessin s'est déplacé vers la gauche. Et ce que vous voyez, c'est que ces points qui étaient sur les mêmes cônes de lumière jaune restent sur ce cône de lumière jaune. Mais on voit aussi comment les points qui étaient en jaune au départ, sur des cercles concentriques, comment ces points se sont maintenant étalés sur des ellipses. Et quand on change les vitesses, eh bien on observe que ces points glissent, alors on verra peut-être mieux comme ça, que ces points glissent sur le cône de lumière, parce que la transformée de Lorentz dit qu'ils doivent y rester puisqu'ils y étaient initialement. On peut aussi remarquer le point de concours des lumières secondaires qui se déplacent. Donc déjà les lumières secondaires ne sont plus émises au même instant, puisque vous voyez que maintenant ces événements bleus, ils sont plus sur la même tranche temporelle. Et à la fin, la lumière, les petites ondes émises secondaires se rassemblent, mais à un point qui est sur le côté. On voit ici, si je change, ce point se déplace selon la vitesse du référentiel dans lequel je raconte cette histoire. Alors on va le regarder en 2D. On voit que les points verts sont plus émis au même moment, contrairement à tout à l'heure, mais qu'ils finissent toujours par se rassembler sur l'événement noir qu'on a marqué, qui lui aussi a été transformé de façon adéquate pour que ça reste vrai. Encore une fois, voilà ce que ça donne au milieu. Le point noir est celui de rassemblement des lumières. Et si maintenant on part sur le côté, bien voilà ce que ça donne. Puis on peut s'amuser à changer ce point. Pardon, on peut s'amuser à changer ce point lumineux. Je vais revenir, je vais faire le changement. Je change de référentiel en cours de route. Et voilà. Et l'émission des petits événements secondaires et des rayons de lumière verte secondaire n'est plus synchrone quand on raconte cette histoire dans un référentiel qui est en mouvement, alors que là, ils sont tous synchrones et se rejoignent bien au milieu de la figure, ce qui n'est plus le cas. Donc là, ici, on commence à apercevoir en quoi la transformée de Lorentz est bien faite. La transformée de Lorentz est bien faite pour maintenir les points sur les cônes de lumière, puisqu'il reste à glisser, il reste glissant sur le cône de lumière. Les cônes de lumière secondaires se rejoignent toujours en un même point, comme c'était le cas initialement. On n'a pas perdu ça, donc en fait, on ne perd pas les relations qu'ont les événements entre eux quand ils sont reliés par des cônes de lumière, et c'est tout le sel et toute la subtilité de cette transformée de Lorentz qui permet d'expliquer les changements de référentiel en relativité restreinte. Donc on va montrer une autre visualisation qui représente la même chose, mais comme ça on aura fait le tour un peu de ce à quoi peut ressembler la transformée de Lorentz et ce qu'elle fait à nos espaces-temps, ce qu'elle fait à nos flipbooks pour qu'on puisse raconter des histoires dans des référentiels différents. Encore une fois, les formules se trouvent sur Wikipédia et la façon dont elles ont été élaborées n'est pas abordée ici. Donc considérons un autre exemple, où ici on a plein de cônes de lumière, qui sont c'est des points 3 par 3, et on a 3 couches, et on a le long de ces cônes de lumière aussi un petit disque d'événements qui sont situés sur le cône de lumière, et dont la transformée de Lorentz nous dira que, quel que soit le référentiel qu'on prenne, ils resteront sur les cônes de lumière, par contre là aussi ils vont s'étaler. Alors on peut peut-être regarder un petit peu ce que ça fait voilà, en 3D. On a la première salve de 3 points qui va partir. Maintenant, la deuxième salve et la troisième salve. Donc c'est ces 3 points que l'on a ici. Première salve, deuxième salve, troisième salve. Et on peut s'amuser à repérer les centres de démarre de chacun des cônes, les disques qui sont dessus, et on voit que dans ce référentiel qui est fixe,
par rapport à la position de ces points-là. Tout le monde est bien aligné, on a les trois plans dans lesquels, on a des plans dans lesquels se situent les points de départ de la première salve, les disques de la première salve, les disques de la deuxième salve, les points de départ de la deuxième salve, etc. Et tout ce petit monde vit dans des plans bien alignés parce qu'on a bien rangé les choses dans cette situation un petit peu artificielle. Appliquons la transformée de Lorentz. Ici j'ai fait un déplacement. Les cônes ont glissé, mais finalement ce qui était dans des plans au départ est toujours dans des plans. Simplement ce sont des plans qui sont dans l'espace-temps. Vous repérez les cercles des différentes salves, ils sont toujours bien évidemment sur les cônes, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Il reste localisé sur les cônes, mais en plus ce qui était dans des plans dans la première transformation reste dans des plans après transformation. Simplement ce sont des plans qui ne sont plus... Ici les plans c'était à un temps donné le long de l'espace. Là maintenant les plans ils sont inclinés dans l'espace-temps, ce qui veut dire qu'on a perdu la simultanéité des événements. On les voit ici là qui s'allument. Mais voilà, malgré tout, la transformation de Lorentz est linéaire et donc ce qui était aligné dans un repère reste aligné dans un autre, mais cet alignement peut ne plus être dans l'espace mais être dans le temps. Et c'est ce qui fait ces décalages de simultanéité d'événements. Alors on peut s'en regarder d'autres, hein. Voilà. Là ici je m'amuse à changer les vitesses, on voit comment toutes ces choses évoluent. On est toujours dans des plans, les choses les unes par rapport aux autres. Alors quand on regarde ça du point de vue de l'animation, c'est un petit peu ça c'est un petit peu bizarre, vous allez voir. Donc là c'est l'animation normale quand on est centré. Et si je raconte la même histoire, donc nos trois salves, dans des plans inclinés, donc vous allez voir que, on va recommencer, ça prend des formes un petit peu étranges. Il n'y a plus du tout la simultanéité des trois phases, et donc voilà, c'est un peu difficile à interpréter, mais c'est le résultat de l'application de la transformée de Lorentz à notre histoire qu'on avait racontée de façon assez régulière et homogène dans le premier référentiel. Donc voilà, ça sert à comprendre ce que fait la transformée de Lorentz aux histoires qu'on va raconter, à nos flipbooks. Et maintenant on va jouer avec ça, sachant que pour appliquer les transformées de Lorentz, on applique les formules qui sont définies pour ces transformées, qui transforment tous les points de cet espace tridimensionnel en d'autres points d'espace tridimensionnel, mais comme on l'a vu, en préservant non seulement les alignements, puisque la transformée est ce qu'on appelle une transformation linéaire, mais aussi le fait que ce qui était sur des cônes reste sur des cônes tout au long des transformations, c'est ce qu'on voit ici. Donc ça c'est très important, cette histoire de cône de lumière, et c'est pour ça que cette vitesse de propagation de la lumière est très particulière dans la transformée de Lorentz, parce qu'elle assure que les cônes restent des cônes à 45 degrés, c'est-à-dire que la lumière s'étale, se disperse aussi vite que le temps s'écoule. Parce que dans le temps, la vitesse d'écoulement du temps dans cette représentation-là, c'est la vitesse de la lumière. Bien, passons à un cas un petit peu plus concret. On se place ici dans le cas où on regarde un fil électrique dans lequel circule un courant. Donc les atomes de métal, on les représente avec des croix rouges, et les électrons avec des petites croix vertes. Les électrons sont chargés négativement. Les atomes, si on ne tient pas compte de l'électron, sont chargés positivement, mais comme les deux sont à peu près, on a la même densité d'électrons que d'atomes sur ce fil, il est globalement neutre, et quand il circule un courant dans un fil, quand on regarde le fil, il n'émet aucun champ électrique. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est de se placer dans un référentiel qui est en mouvement par rapport à ce fil, et on va prendre le référentiel qui se déplace à la même vitesse que les électrons. Alors on va faire cette transformée de Lorentz comme on a l'habitude de la faire maintenant, ici, donc je vais enlever l'écran à nouveau. Donc la transformée de Lorentz va faire en sorte que les traits verts qui sont les déplacements des électrons vont maintenant devenir droits, puisqu'on se déplace nous à la même vitesse que les électrons, et que ce sont les fils, les traits rouges qui représentent les atomes du fil, qui sont immobiles quand on est devant le fil, qui eux vont se mettre à se déplacer vers l'arrière, parce que on se déplace nous avec les électrons. Donc voilà ce que ça donne. On applique la transformée de Lorentz, et là on constate les fameuses dilatations des distances, ou contraction des distances, quand les choses sont en mouvement, et ça donne ça. Donc je vous rappelle, ça c'est quand on est à côté du fil et qu'on ne bouge pas par rapport aux atomes du fil, et si on se met à ne pas bouger, à se déplacer à la même vitesse que les électrons, donc à ne pas bouger par rapport à eux, ce sont les atomes du fil qui défilent vers l'arrière, mais il y a une contraction des distances qui s'opère. Donc si je reprends cette même transformation, ici je suis à côté du fil, si je suis une charge électrique, je suis à côté du fil et je perçois un fil qui est neutre, et si je me mets à me déplacer en tant que charge électrique, et si je me déplace à la même vitesse que se déplacent les électrons envers sur la figure, ces électrons ne vont plus se déplacer dans ce référentiel-là, puisque je me mets à la même vitesse qu'eux. Par contre, je vois les atomes défiler dans l'autre sens, et du fait de la compression des distances qui est liée à la transformée de Lorentz, bien ce qu'on observe, c'est que j'ai beaucoup plus d'atomes
chargés positivement par mètre que d'électrons chargés négativement. Donc finalement, ce fil, simplement du fait que je me déplace et des effets relativistes, il devient émetteur d'un champ électrique positif. Et donc ça veut dire que selon que une charge électrique soit immobile à côté d'un fil dans lequel circule un courant, ou mobile à côté de ce même fil, eh bien, elle ne percevra pas les mêmes champs électriques, elle sera repoussée dans ce cas-là, ou absolument pas modifiée dans ce cas-là. Et ça explique les comportements un peu bizarres des champs magnétiques qui opèrent sur des charges en mouvement. Et en fait, la relativité restreinte et la transformation de Lorentz qu'on utilise nous ici pour changer de repère explique en quoi les champs magnétiques et les champs électriques sont liés, et de ce point de vue-là unifie les équations de Maxwell. C'est un des grands succès de la théorie de la relativité restreinte. Alors l'application qu'on va voir ici, c'est pas vraiment une application, c'est l'illustration d'un paradoxe qu'on appelle le paradoxe de Lagrange. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est une grange, et ce qui se balade, le carré vert, c'est une perche qui est lancée horizontalement et qui traverse deux ouvertures de Lagrange de part et d'autre. Et au moment où cette perche est dans Lagrange, on ferme rapidement les deux portes de part et d'autre de Lagrange pour enfermer la perche dans Lagrange, que vous voyez ici, et on les ouvre vite, de sorte que la perche ne touche jamais les portes et traverse Lagrange sans encombre. Alors qu'est-ce qu'il y a de paradoxal là-dedans? C'est que vous voyez que la perche, elle tient tout juste dans Lagrange, et on a fait l'expérience de cette sorte-là, ce qui veut dire qu'en pratique, elle est plus grande que Lagrange, puisque rappelez-vous, en relativité, les vitesses sont contractées par le mouvement. Donc là, Lagrange, en fait, c'est comme le train tout à l'heure, comme on la voit, comme la perche, comme on la voit en mouvement, c'est comme le train, elle est plus petite dans ce référentiel-là, immobile par rapport à Lagrange, que ce qu'elle ne serait dans un référentiel qui serait immobile par rapport à la perche. Alors pour l'instant, il n'y a rien de paradoxal, on l'a déjà vu, mais par contre, la question qu'on va se poser, c'est quand on va passer dans le référentiel de la perche, où la perche sera immobile, elle sera donc plus grande, et c'est la grange, elle, qui va bouger dans l'autre sens, et qui va se contracter. Et la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on ferme les portes? Parce qu'on se retrouve avec une grange qui est plus courte, plus serrée, et une perche qui est plus longue. Et donc quand on ferme les portes, cette fois-ci, est-ce que, quand on va raconter l'histoire dans l'autre référentiel, on se retrouve avec une perche qui ne tient plus dans la grange, parce que la grange est plus petite et que la perche est plus longue. Et déjà qu'ici c'est juste, qu'est-ce qui va se passer derrière? Alors on va regarder, donc ça c'est la vue qui n'est pas relativiste au sens où on ne représente pas l'espace-temps, donc comme d'habitude, repassons dans l'espace-temps. Donc voilà ce qu'on observe. Si vous notez bien, on observe ici la fermeture des portes, comme ces deux petits traits, je vais enlever l'écran qui circule, les deux petits traits rouges là que vous voyez au bord, dans le prisme, ce sont les portes qui se ferment. Et donc j'applique ma transformée de Lorentz en cherchant à avoir un référentiel qui se déplace de telle sorte que ce soit la barre, la perche qui soit fixe dans ce référentiel et la grange qui soit en mouvement. Donc j'applique ma transformée de Lorentz et voilà ce que ça donne en appliquant les calculs. Et si on regarde bien, les petites barres qui représentaient la fermeture des portes maintenant ont été déplacées sur un plan, comme on a vu tout à l'heure pour les cônes, et elles sont plus simultanées, qu'elles sont plus sur le même plan de l'axe des temps, et on a effectivement une barre qui a grossi. Si je vous montre l'écart entre les deux, la barre s'étale et c'est la grange qui se resserre du fait de l'inclinaison des prismes, et donc dans ce référentiel-ci, la barre est bien plus grande que la grange effectivement, mais il n'y a pas de collision parce que les portes ne se ferment plus de façon simultanée, et donc on retrouve l'idée que ce qui ne se touchait pas dans un référentiel ne va pas se mettre à se toucher dans un autre. Mais ce qui pouvait apparaître paradoxal, c'était que les portes se ferment en même temps, alors que la barre avait grossi et que la grange avait rétréci. Mais en fait, non. Ce qu'on perd dans ce nouveau référentiel, c'est la simultanéité des événements de fermeture de portes. Donc là, ils arrivent l'un après l'autre, de sorte que la barre ne collisionne pas les portes. Alors que si je reviens à ma situation initiale, ils arrivent en même temps, la barre est plus courte. Bon, voilà. Donc il n'y a rien d'incohérent, il n'y a rien de paradoxal là-dedans, simplement, quand on raconte ce paradoxe de Lagrange, en fait, on oublie de mentionner que dans le référentiel de la barre, il n'y a rien qui dit que les portes se ferment en même temps, et c'est comme ça qu'on restitue la cohérence. Bon, pour conclure ces démonstrations des effets de la relativité restreinte, reprenons peut-être le plus célèbre des paradoxes qui ont été énoncés à son propos, qui est le paradoxe des jumeaux. Donc il s'énonce comme suit, ça correspond à la petite animation que vous voyez sur la figure. Ce qu'on voit en noir, c'est des vaisseaux spatiaux. L'idée, c'est d'avoir des jumeaux qui donc, vivent au sol, et il y en a un qui fait un voyage dans l'espace, qui prend un vaisseau, qui part en voyage à une certaine vitesse, puis qui revient, qui fait un aller-retour. Alors ici, là, pour des raisons
de représentation, ce que j'ai fait, c'est que j'ai présenté un vaisseau qui s'éloigne et un vaisseau qui revient, il y en a deux, et le jumeau, on peut estimer qu'au moment où les vaisseaux se croisent, il quitte le premier vaisseau et il saute dans le deuxième pour faire son retour, et c'est ce qu'on voit ici. Mais en tout cas, il fait bien un voyage à une certaine vitesse en s'éloignant de son frère, puis le jumeau bleu revient vers son frère pour le retrouver à la fin. Donc, qu'est-ce qu'il y a de paradoxal là-dedans? Eh bien, c'est que à l'arrivée, les jumeaux n'ont plus le même âge, et typiquement, celui qui est resté au sol, le rouge, est plus vieux que son frère. Alors bon, on a vu que le temps se dilatait, on peut se dire bon ben pourquoi pas, mais en fait c'est un peu plus subtil que ça, parce que quand le jumeau bleu observe le jumeau rouge, il a l'impression qu'il est en mouvement par rapport à lui, et donc le temps de ce jumeau rouge, on l'a vu par les exemples, se ralentit, un peu comme dans le train tout à l'heure. Le train, quand il est en mouvement, le temps était ralenti. Donc finalement, pour le jumeau bleu, son frère a un temps qui évolue moins vite, donc il va moins vieillir. Et on peut faire le même raisonnement pour le jumeau rouge. Donc en fait, les deux vieillissent moins l'un par rapport à l'autre, et on ne comprend pas pourquoi il y a un petit paradoxe là-dedans. En fait, ce qui est paradoxal, ce qui va permettre d'expliquer le paradoxe, c'est que ce qu'on raconte sur les transformés de Lorentz, c'est valable pour des référentiels qui sont à vitesse constante les uns par rapport aux autres. Et là, si on regarde ce qu'il arrive à ce jumeau bleu, sa vitesse n'est pas constante puisqu'il fait un aller, puis un changement et un retour. On dit qu'il a accéléré, c'est-à-dire qu'il a freiné, puis il est reparti dans l'autre sens. Donc c'est ce qui fait que le cas du jumeau n'est pas symétrique parce qu'il y en a un, lui, qui est resté au sol, à se déplacer, enfin même de ne pas se déplacer, donc de façon constante. Alors, pour comprendre un peu ce qui se passe, on va regarder, raconter cette histoire encore une fois dans l'espace-temps, ce sera beaucoup plus clair. Et je vais aussi, comme d'habitude, enlever le décours du film, mais qu'on va rappeler encore une fois par ces petites images. Donc je vous laisse repérer les prismes, les petits chronomètres aussi qui sont en place, comme ça on mesurera le temps vécu par les jumeaux. Donc le jumeau qui reste au sol, le rouge, lui, se déplace dans la ligne de temps normalement, il a son petit chronomètre qui marque le temps. Et dans son espace à lui, il y a, je vais mettre 5 pulsations par seconde sur ce petit chronomètre. Et ce qu'on voit ici en bleu, c'est son frère qui part dans le vaisseau spatial qui monte, puis ici qui change de direction et qui part dans le vaisseau spatial qui descend. Et ce qu'on peut s'amuser à faire pour repérer que les chronomètres sont les mêmes, c'est regarder ce qui se passe dans le référentiel, par exemple, du vaisseau qui monte. Donc, si je prends le vaisseau qui monte ici, que j'ai mis dans ce référentiel-là, qui maintenant lui est fixe, donc voilà ce qu'on observe, le vaisseau qui monte, son frère qui est dedans, puis ensuite qui prend le vaisseau qui descend. On reviendra sur la contraction des longueurs. Mais on voit bien que le chronomètre ici est le même, ce qu'on appelle le temps propre, le chronomètre du jumeau bleu, est le même, à la même fréquence que le chronomètre du jumeau rouge quand je suis dans le référentiel au sol. Donc, on a vu l'histoire dans le référentiel du vaisseau qui monte, et si on regarde ce qui se passe maintenant au niveau de l'animation avec les contractions des distances, eh bien, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, quand le jumeau est dans le vaisseau qui monte, il a son temps propre, il voit son frère qui a une pulsation un petit peu ralentie, puis ensuite, depuis le vaisseau qui monte, quand il a pris l'autre vaisseau, lui-même est contracté, puisqu'il redescend dans un vaisseau qui est en déplacement par rapport au vaisseau qui monte. Et voilà ce que ça donne. Et voilà ce qu'on peut raconter de cette histoire quand on l'observe dans un référentiel où le vaisseau qui monte est immobile. On peut faire bien sûr la même chose dans le référentiel où le vaisseau qui descend est immobile. Donc c'est ça. Donc le vaisseau qui descend voit monter le jumeau, il s'approche aussi du jumeau rouge, et les deux redescendent. Alors, on va faire une petite remarque ici, je vais me mettre dans le référentiel du milieu, du jumeau qui est resté fixe, pour remarquer que sur les petits temps de chronomètre de ce jumeau-là, il y a une partie où le chronomètre est rouge, une partie où elle est bleue turquoise, et une partie où elle redevient rouge. On va regarder ça sur l'espace-temps ici. J'ai mis quelques temps qui sont en rouge, certains en bleu, et certains en rouge. On va voir tout de suite pourquoi. Maintenant, ce que j'ai envie de montrer, c'est ce que perçoit le jumeau bleu qui est dans le vaisseau spatial. Et pour ça, on va décomposer ça en deux parties, la partie qu'il a quand il monte et la partie qu'il a quand il descend. Donc en fait, quand il monte, il se situe dans le référentiel que nous avons vu du vaisseau qui monte. Là, il est en train de descendre, j'ai peut-être mal choisi mon moment, mais le voilà. Là, il est en train de monter. Puis ensuite, quand il descend, eh bien, il perçoit le monde comme étant dans le référentiel du vaisseau qui descend. Donc ça ne lui apparaît pas encore maintenant, mais on va le voir ici. Voilà ce qu'il voit quand il descend
dans le référentiel du vaisseau qui descend. Et donc ce qu'on va s'amuser à faire dans cette simulation, pour montrer ce qu'il arrive à ce jumeau, c'est qu'au moment où il change de vaisseau, où il saute dans l'autre vaisseau, eh bien, on va adapter la transformation de Lorentz pour qu'elle soit dans le référentiel qui monte ou dans le référentiel qui descend. On va pouvoir changer la transformation de Lorentz. Et on va le faire au moment où il change de vaisseau. Donc je vais me remettre dans la situation initiale. Donc voilà ce que voit le jumeau dans le référentiel, quand on exprime cette histoire dans le référentiel du jumeau qui reste au sol. Et maintenant je vais l'exprimer dans le référentiel du jumeau qui est dans le vaisseau. On voit qu'on change de référentiel quand il change de vaisseau, parce qu'on est obligé de changer. Donc c'est ce qui se passe au niveau de l'accélération, c'est qu'on change de... Quand on vit l'accélération, eh on change de référentiel, on change la transformée de Lorentz qu'on est obligé d'appliquer pour raconter l'histoire, parce qu'on la raconte dans le référentiel de celui qui se déplace. Et si vous observez bien ce qui se passe ici au niveau du décours du temps et du petit bonhomme rouge, dans cette histoire-là, quand il arrive au niveau des points bleus, pouf, c'est tout de suite zappé pour reprendre les points rouges qui sont derrière. C'est-à-dire que quand on se passe dans la situation du jumeau bleu, eh bien la partie du temps qui correspond au point bleu clair pour le jumeau qui est resté au sol, elle passe très très vite pour arriver à l'autre partie rouge. Donc ça, le dessin est faux, hein. Pour expliquer ça correctement, il faudrait une théorie de la relativité générale, mais disons qu'en première approximation, on voit que, du point de vue du jumeau bleu, il y a une espèce de saut dans le temps, dans le futur, de son jumeau rouge. Alors on peut regarder ce que ça donne quand on regarde au dessin animé. Donc, regardez, le jumeau monte, il redescend, et il rejoint son frère, et si vous regardez le chronomètre du frère, on ne voit pas les pulsations bleues, qui pourtant, quand on se place dans le référentiel du frère rouge, elles existent bien. Et donc, voilà d'où est le paradoxe, c'est que finalement, du fait de l'accélération, il manque du temps dans ce qu'a perçu le jumeau qui était bleu dans le vaisseau. Et donc effectivement, il est plus jeune quand il arrive par rapport à son frère. Eh bien, sachez que cet effet-là a été mesuré. On a pris des horloges atomiques qu'on a embarquées dans des avions de chasse qui sont baladés, et en revenant, les horloges atomiques étaient un tout petit peu décalées, donc il y a bien les temps qui ne se sont pas écoulés à la même vitesse dans l'avion que pour l'horloge qui était restée au sol. Donc voilà, c'est ce qu'on appelle le paradoxe des jumeaux, mais ce qui est subtil à observer, c'est que en fait, il y a vraiment un saut dans le futur. Je vais vous le remontrer. Le jumeau bleu fait un saut dans le futur du jumeau rouge, assez immédiat d'ailleurs au moment où il décélère. Et donc en relativité restreinte, on peut voyager dans le futur. Bon, pas dans le passé, parce que ça remettrait en cause des causalités, mais ça, voilà, ça a été vérifié expérimentalement. Voilà, c'est ce qui conclut ces ensembles de petites vidéos, et c'est surtout l'idée de faire la promotion pour cette bibliothèque Python RelativeIP, qui permet de se construire des petites histoires et de regarder comment elles évoluent quand on leur applique la transformée de Lorentz. C'est une alternative au fait de faire des calculs, et ça permet de bien visualiser ce que fait cette transformée de Lorentz et le sens physique qu'on peut lui donner.